Bonjour à vous toutes et tous, merci d'être là. On va tout de suite commencer par une prise de refuge et on s'y met. On s'y met, ça veut dire qu'on reprend le Sanctum Lam leçon 5, tout simplement parce que la strophe 6, on ne l'avait pas vraiment vue. Et puis je vous ai dit, vous voyez ça de Il votre n'y a pas vu côté, du mais tout. c'est quand même pas mal qu'on prenne un peu le temps aussi ensemble. Puis après, on verra le contenu du support de la leçon d'aujourd'hui pour la strophe 7. Voilà, on commence par une prise de refuge. Sangye che tang tsoge cho namla chung chu parato dani kyapsu chi dage jin tsoge pe sunam ke dola penchir sangye du paraisho. Très bien. Alors, bon, je vous avais dit la dernière fois, vous voyez tout ça ensemble parce que ça me semblait facile, mais ça ne veut pas dire que je veux pas faire ça avec vous, hein. On est bien d'accord. Non, mais rien. Donc voilà, on va faire la strophe 6. Alors, comme d'habitude, moment de lecture, on la lit 3 fois pour qu'on puisse nous la mettre dans l'oreille, la tête, tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, qui veut bien lire la strophe? Merci Marie-Pierre, c'est parfait. On aura besoin de toute façon de 3 personnes pour lire la strophe. Alors, comme toujours, là, je vais zoomer. Voilà, on la voit bien. Comme toujours, l'idée, c'est de lire tranquillement, quand même, de manière à ce que toi, Marie-Pierre, tu puisses comprendre ce que tu dis, idéalement toujours, et nous, même les yeux fermés, on puisse comprendre ce que tu nous dis. C'est ça l'idée. Hein, je rappelle le but. Le but, c'est qu'au bout d'un moment, chaque fois qu'on entend un groupe de mots, je ne sais pas, moi, Kambachembo, ça fasse sens. C'est-à-dire, on entende Kambachembo, Linkala, d'où. Dans le jardin, elle y est. Vous n'avez pas entraîné cette phrase, c'est normalement que vous ne la compreniez pas. Mais pour dire, l'idée c'est tac, tac, tac. C'est des unités de sens et c'est tout le sens aussi ou la raison de l'entraînement à la structure. Marie-Pierre, vas-y, on t'écoute. Nasa Tompanam Tong Tricho Tong Cheme Puramarira Nyampa Tong Kupa Kipar Bakbe Chokunki Girwa Tita Layong Chupar Ki. Ok, parfait, super. On voit que tu fais bien attention aux expirés, etc. Et c'est très bien. Hein. Nabza, là, juste une petite chose, mais c'est parfait. Hein. Nasa, mais on a, si je zoome plus, vous voyez, Pao Sa Sa. Souvent, on entend prononcer Nabza. Hein. C'est un peu comme quand on parle de, par exemple, Menda, on a mais, et puis après on a Ao, Da, Da, hein, pour dire Menda, pour dire le fusil. Hein. Et en fait, à cause du Ao devant, c'est-à-dire du A en préfixe, on a tendance à dire Menda, même s'il n'y a pas du tout de N dans l'histoire, il n'y a pas de Na nulle part. Donc Menda, Nabza, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on peut entendre parfois le bas, Pao, Sa, Nabza, hein, Nabza, ça, on entend souvent ça. Mais bon, franchement, encore une fois, n'étant pas moi-même tibétophone, j'aurais toujours une retenue à vous dire, je suis sûr à 100%. Ok. Est-ce que, Marie-Pierre, quand tu lis, il y a des choses qui arrivent d'une manière évidente, sans dire lesquelles pour l'instant? Plus ou moins? Quelques-unes, un petit peu, oui, Oh, ok, quelques-unes. super. Namsa, tamba, nam, tam, ti, cho, tam. Ok. La difficulté, c'est ce que je peux ressentir, c'est de choisir entre la lecture en fonction du nombre de pieds, c'est-à-dire du genre namsa, tampa, nam, tam, ti, cho, tam, ou alors la lecture en prose, où effectivement namsa, tampa, nam, tam, ti, cho, tam, qui pourrait aussi être une possibilité. Donc, les deux exercices sont intéressants. Bref, après, ça fait partie aussi de votre apprentissage. Ok, quelqu'un d'autre lit la strophe? Ouais, Annie, Oui. vas-y. À moins que tu aies une question, Annie, ou tu voulais lire la strophe directe?
Tu lis la strophe? Ouais. Faut juste que tu ouvres le micro. On t'entend pas. Et à part ça, tout va bien. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. On t'écoute alors, avec plaisir. Nabza dampa nam tong, jicho tong, kemei pour ma riram nyam patong, kepar papei chokungi, gelwa deda la yang chepagi. Très bien, très bien, très bien. Ouais. Je pense que là, au deuxième passage, moi, ça me fait du bien aussi. Tac, le son se revient. Attention, peut-être, rien de grave, bien sûr, mais taratata, gigou, chi, c'est plutôt chi que di. Bon, encore une fois, hein, n'étant parti Beethoven, mais disons, du souvenir que j'ai de quand on dit les odeurs, chima kagedu. On va dire chima, par exemple, tiens, ça sent quelque chose. Chima kagedu. Je ne me souviens pas avoir entendu dima. Parce que dima, dip, di, bon voilà, c'est très associé à autre chose. Ok, parfait. Troisième lecture. Super, pardon. Voilà. Alors pour nous tous qui écoutons, hein, attention, hein, c'est un vrai exercice. Hein, on doit vraiment essayer de mettre tout ça en place. Alors pardon, on t'écoute. Alors micro, on t'entend pas. Alors là, bizarre chose. Pourtant, oula. Ordi, je suis désolée. Mais c'est pas grave, c'est nous qui sommes désolés pour toi. T'as le micro on t'a volé ton micro, c'est ça? Non, il faut que ça c'est un très vieux ordi. Le micro ne marche plus très bien. Ok, d'accord. Alors tu dois te coller contre l'ordi, mais c'est pas grave. Vas-y, si tu veux bien. Napsa tampa namtang tichok tang cheme pour marira nyampa tang kepa kepa pakpe chokungi gewa dedak layang chepagi. Très bien. Ouais. Avec theta, qui serait pas mal, c'est-à-dire que le ta d'embouté, ta, hein, ça ce serait idéal. Voilà. Et puis, de toute façon, oui, pardon. Je voulais juste dire, il y a ici et là, je crois dans la première strophe et surtout dans la dernière, il y a un ou deux mots qui sont différents dans la version que j'utilise. Possible, ça c'est possible. Par exemple, à la place du yang, il y a un ni. Ah, intéressant. Yelwa teta la ni Chepagi. Ok, ouais, alors ça, de toute façon... Je l'ai presque dit aussi à l'autre endroit, mais voilà. Donc, bien sûr. C'était pareil dans la strophe d'avant. C'était pareil dans la strophe d'avant, tout à fait. Puis, il y a le chema. Ah oui, alors il n'y a pas de hagiguri. Hagiguri, pour cheme pour ma. Chema pour ma. Ouais, il faudrait. Vous avez été creusé ou gratté chez BDRC, là, sur le site internet que je vous ai donné? Non? J'ai pas trouvé, mais j'ai regardé dans les livres de prière que j'ai de Drepung et de Serra. Oui. Et puis, ils ont pas le. D'accord. Ils ont corrigé, quoi. Ou bien, ils ont une autre version. D'accord. Attends, je vais juste voir avec. J'ai un livre de prière aussi ici. Je vais tout de suite voir si par hasard ce serait une version différente. Ça peut être intéressant. Alors, strophe 6. Alors. Non, mais ça, c'était dans la 5 qu'on avait vu. Ouais. Non, mais déjà ici, pour voir le schéma. Non, ici, Cheme pour ma. Ici, on a vraiment Cheme pour ma, Riram Nyambatang, et puis là, c'est de nouveau, ouais, non, alors, bon, là, bon. Là, moi, j'ai la même version que la version des Kadjumelam, par exemple. En tout cas, la version en tibétain des Kadjumelam. Je ne sais pas si... Bon, de toute façon, BDRC, ça peut être intéressant pour vous si vous cherchez vraiment des sources, justement, vous voulez comparer plusieurs versions, trouver des textes anciens, ça c'est très intéressant. Mais en même temps, vous verrez, c'est pas du tout user-friendly, oui, donc c'est un peu compliqué. Faut trouver comment
comment chercher. Ouais, comment chercher, ouais, c'est pas super. Voilà, c'est vraiment pas fait pour un usage comme ça facilité. Mais bon, à part ça, c'est une vraie mine de renseignements une fois qu'on a réussi à trouver les clés. Mais bon, c'est un autre sujet. Ok, d'accord. Donc on va revenir sur cette strophe. Là, vous voyez donc une traduction assez simple. C'est celle en tout cas que j'ai reprise d'Elizabeth English. On pourrait en trouver une autre, mais ici avec les plus belles étoffes, les parfums suprêmes, les poudres fines équivalentes au môme et roux, le tout présenté de façon suprême et magnifique, je fais des offrandes à ces vainqueurs. Je vous rappelle qu'on est toujours dans les offrandes surpassables, pas dans les offrandes insurpassables. Ce qui signifie qu'on est en train d'offrir des choses tangibles. On n'est pas en train d'offrir des choses imaginaires. Ok, alors l'exercice maintenant, c'est à travers tout ça, avant même de rentrer dans l'analyse profonde, qu'est-ce qui fait évidemment sens pour vous? Il y a des mots comme ça qui sont un peu des mots clés. Alors je vous écoute les uns les autres. Rirab, Rirab, absolument. Rirab, est-ce que ça dit quelque chose à d'autres personnes, Rirab? Absolument. Je vois, c'est la montagne que tu as dans ton dos, Jacqueline. Si vous regardez la petite vignette de Jacqueline, elle vient de se cacher pour qu'on puisse bien voir le mont Kailash. Eh bien, ouais, le mont Kailash, c'est Rirab. Hein, Rirab, c'est la montagne. Rirab, littéralement, ça veut dire? Alors, Jacqueline, si tu veux parler, t'ouvres ton micro. Comme tu veux. Non, mais c'est juste que comme ça, on t'entend. Parce que, alors, deviner sur les lèvres, là, ça va me demander beaucoup. Je suis déjà super multitâche. Pas autant que les femmes, on est d'accord, mais disons là, j'y arrive pas. Donc, moi, je dirais neige, montagne. Neige, montagne. Enneigé. Enneigé. Alors là, ce serait autre chose. Ce n'est pas une montagne parfaite. Montagne parfaite, c'est pas mal, ça. Oui, Annie est d'accord. Oui, parce qu'attention, montagne enneigée, c'est Kanri. Kanri. Et si d'ailleurs on parle du mont Kailash, on dit Kang Tise. Ça, c'est le mot en tibétain qu'on va retrouver dans des textes, par exemple. Kang Tise, Tise, je ne sais pas pourquoi. Mais Kangri, quand on dit Kangri, c'est les montagnes neigeuses. C'est les montagnes, c'est les neiges éternelles, en fait. C'est les montagnes aux neiges éternelles. Kangri. Kang, la neige, Ri, montagne, tout simplement. Ri, rab, sublime, excellente, merveilleuse, plutôt dans le sens d'excellente, hein, Ri, rab. C'est le mont Mérou aussi, quand même. Bien sûr. Alors ça allait venir. Le mont Mérou. Hein, le mont Mérou, l'axe Axis Mundis, l'axe du monde. Donc, extrêmement important. Que vous savez peut-être, pour en revenir au mont Kailash qu'on voit derrière Jacqueline, c'est associer le mont Kailash à cette Axis Mundis, c'est-à-dire à cet axe du monde, et c'est reconnu dans plusieurs traditions spirituelles, non seulement bouddhistes, mais aussi hindoues, bonnes et autres peut-être encore. Donc voilà. Ok, Rirab, un des mots évidents pour tout le monde. Super. Un autre mot peut-être? Nyampa. Nyampa, 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 évidemment. Juste après Rirab. Absolument. Voilà. Nyampa qui veut dire? Égal. Égal. Très bien. Égal, équivalent. Similaire, pas sûr, mais égal, oui. Nyampa. Est-ce que en nyam pourrait te faire penser à quelque chose qui est très proche au niveau du sens qu'on récite souvent quand on récite les 4 illimités? Oui, c'est ce qui correspond à l'équanimité. Yes, qui veut dire Nyampa. Alors, tang nyom, parce que nyom, nyam, pareil, il y a un autre terme on va retrouver nyam dans le contexte méditatif. Vous avez tous vu ça dans vos textes un jour ou l'autre. Annie, ça te vient ou pas? Oui, c'est les mains en méditation. Là. Oui, mais aussi demeurer dans la disposition naturelle de l'esprit. Nyamja. Vous avez entendu ça? Nyamja? Bon, sûr et certain que dans vos textes, vous trouverez un jour, une fois que vous grattez dedans, vous allez forcément trouver ça. Parce que Nyamja, c'est vraiment le fait de se placer en égalité, littéralement. Ce qui veut à peu près rien dire pour nous. Se placer en égalité, on ne voit pas ce que ça signifie. Mais se placer en absorption. Et le mudra de la méditation?
Le mudra de la méditation, c'est juste que je suis embêté parce que j'ai plus le terme exact dans la tête là. Il me semble qu'il y a Nyam dedans. C'est fort possible. Mais ça, regardez les uns les autres dans le dictionnaire Oui. si vous trouvez tout de suite. Là, bon voilà, je vais m'en rester là-dessus. Mais oui, certainement. En tout cas, Nyam, l'idée d'égal. Voilà. Nyampa égal à Rirab Nyampa. Ça, c'est immédiatement un bloc. Rirab Nyampa. Quoi, il faudra voir parce que Nyampa, ça pourrait aussi s'appliquer à tout le reste de la phrase. Il y a de fortes chances. Parce qu'ici, on a... Bon, je ne vais pas tout dire tout de suite. Y a-t-il d'autres mots qui apparaissent de manière évidente pour vous? Par opposition, moi je vois Kiepar, souvent ça dit différent. Ici, c'est pas différent, c'est, je sais pas comment tu l'as traduit, spécial. C'est spécial. Tieparetien, si par exemple vous dites Tieparetien, ça veut dire singulier. C'est la différence entre chi et kie. Chi, c'est général, kie, c'est singulier. Kiepar, par exemple, si vous voulez dire quelle est la différence entre ceci et cela, di tangdi kiepar kareire. Ça, vous pouvez dire ça comme ça. Ça et ça, kiepar, différence, carré, quelle différence, kiepar, carré, yore, d'une manière générale. Quelle est la différence y a-t-il? Quelle différence y a-t-il entre ceci et cela? Kiepar, tout à fait. Mais maintenant, si on dit que pas qui est pas, ou que pas qui est par, parce qu'on a le ra qui va nous faire penser à quelque chose d'adverbial, ça, on aura le temps de revoir ça, mais qui est par, ça veut dire une disposition particulière. Bon, si on comprend que pas comme arranger, disposer, c'est un verbe qu'on trouve très très souvent, pour les mandalas, pour les dispositions d'offrandes, etc. Que pas, qui est pas donc particulière ici, et plus particulière que différente. De toute façon, il n'y aurait pas tellement dans le contexte. Et puis c'est très usité comme ça aussi, ça, sachez-le. Voilà. Oui, il y avait quelqu'un qui a voulu intervenir? Non, il m'a semblé. Bon. Voilà. Donc, un autre mot, peut-être? Pakpe. Il y en a plein, Pakpe, bien sûr. Pakpe qui veut dire Pakpa. Ça, tout le monde l'aura repéré quand même. Noble, aria. Aria, les nobles, etc. Voilà. Cho. Cho, bien sûr. Cho, sublime. Cho, c'est très important. Même kun, vous auriez pu mettre kun avec. Cho kun. Et kun, c'est... Tout, bien sûr. Quelqu'un d'autre pour un autre mot? Hamza. Bien sûr. Et ça veut dire? Moi, je pensais à des robes, enfin des étoffes. Absolument. Robe, étoffe. Tout à fait. Namza, ça peut être utilisé pour robe. C'est un terme assez générique ici dans ce contexte. Mais c'est vrai, étoffe, étoffe soyeuse. C'est la forme honorifique des vêtements, me semble-t-il. Absolument. Kulo pour les vêtements, non honorifiques. Kulo ou tulo, kulo. Il y a différentes manières de le dire. Et puis sinon, nabza, bien sûr, robe. Maintenant, après, dès qu'on parle des pièces de vêtements, ça se complique toujours. Parce qu'après, la pièce de vêtements du haut, du bas, etc. Alors là, après, moi, je me perds un peu dans ces listes de vocabulaire que je n'ai pas vraiment appris par cœur. Parce que quand on rentre dans le détail des vêtements des déités, alors il y a le jupon, il y a le truc par-dessus, ça commence à devenir, il y a toute une nomenclature. Mais bon, voilà, en tout cas, ça, comme terme générique, déjà, c'est pas mal. Nabza, les vêtements à l'honorifique, absolument. Autre chose, par exemple, chicho, ça vous dit quoi? Parfum sublime, parfum précieux. Absolument, parfum précieux, parfum sublime. Chicho dans le sens d'une odeur excellente, évidemment. Et parfum, ça va très bien. Mais là, chi, c'est autant les parfums que les odeurs. Après, vous vous rappelez, la dernière fois, on a regardé dans le commentaire et on voyait que chi shimpo, chuye chi shimpo, on parlait de dongan parfumé. Donc, évidemment, parfum, odeur,
Parfum, c'est les substances. L'odeur, c'est l'expérience qu'on fait du parfum. Donc, faudrait voir. Là, il y a des... ça, c'est typique d'un mot au niveau de la traduction. Parfum, est-ce qu'on parle des parfums ou est-ce qu'on parle des odeurs? Si on parle des substances, ce seront les parfums. Si on parle des expériences, ce serait plutôt les odeurs. Oui, Annie, tu voulais dire? Non, moi, je suis Non. d'accord. Parfum. Ok, très bien. Parfum. Voilà. Autre chose? Bon, après ça, c'est évidemment très simple. Gelwa Theta pour tout le monde. Qui veut dire, par exemple, Evelyne? Yang, Alors oui, mais avant Yang, Gelwa Theta, ça voudrait dire? ah ben, c'est vainqueur. Ah oui, les vainqueurs, hein, ceux-là, dans le sens de Ceux-là, ceux-là. j'ai dit c'est, allez, hein, C'est c'est. très bien, c'est vainqueur, c'est voilà. Lion, Oui, qui un voudrait autre. dire quoi, Lion? Encore, Mhm. Avec ceci particulier qu'il y a deux particules l'une à côté de l'autre. oui, Donc, ben, comment C'est tu plutôt savais ça? à eux, à cela aussi, à cela même. Bravo, à ceux-là même. Très bien. Hein? Très bien, très bien. Gelwa Theta Lion. Gelwa Theta Lion, tu veux pas le qui. Le qui, c'est quoi? C'est faire. Faire? Faire, absolument. Faire. Donc là, on voit bien, tu par qui, la syntagme verbale, hein, ou syntagme verbal, je ne sais plus comment il dit ça, Nicolas Tournade, mais en tout cas, un groupe verbal, c'est-à-dire où tout à coup, grâce à la particule et à qui, on dit bien ici, faire des offrandes. C'est assez simple, hein, finalement. Bon, à partir du moment où qui, ou Guy plutôt, hein, pas Oka Yata Kia Gigu Guy, normalement, au niveau de la prononciation. Donc, tu par Guy, faire des offrandes. Voilà. Ok. Ma, Oui. d'une part, c'est le sable. Pardon. Le Chema, Ouais. la deuxième ligne. Oui. C'est le sable. Et Oui, puis Chema, absolument. Chema. Et puis c'est aussi le terme qu'on utilise pour le Chema du Losa, par exemple. J'adore ça, la sympa avec avec du sucre. Avec du sucre et du beurre. Absolument. Oui. Tout à fait. On fait en granulé un peu. Absolument. Chema, absolument. Oui, Chema, ça vous dit peut-être pas quelque chose comme ça, mais Chema, elle a raison, pardon. Chema, c'est le sable, hein, le sable quand vous trouvez du sable. Par exemple, le mot sucre, l'ancien mot pour sucre qui se dit plus du tout aujourd'hui, c'est Chema Kara. Ouais. Chema Kara, ça veut dire le sable blanc, hein, tout simplement. Parce que les Tibétains découvrant le sucre raffiné en poudre, donc c'est devenu du sucre blanc. Chema Kara. Mais parce que maintenant tout le monde dit chini en Inde, au Népal. En tout cas, Inde, Népal. Maintenant, il faudrait voir à Lhasa si on dit chini. Parce que chini, c'est vraiment, ça vient de l'hindi. Donc, il y a beaucoup d'emprunts à l'hindi, au népalais, forcément. C'est la difficulté d'une langue minoritaire dans les pays où elle se trouve, d'ailleurs. Mais juste pour dire que donc Chema, voilà, et puis Chema, comme le dit Paldon, c'est aussi le terme pour désigner à Nouvel An ces monticules qu'on fait de farine donc de tsampa, donc farine tsampa, c'est redondant parce que tsampa c'est de la farine, et à laquelle on mêle donc du sucre et on prend un peu de cette farine et on la jette en l'air. Lors d'un cérémonial assez rigolo où on demande d'où on vient et où on va. Et puis à ce moment-là, hop, on jette cette petite pensée en l'air. Ça, c'est Chema aussi. Chema. Cheme Purma. Purma, c'est beaucoup plus rare. Hello Thibaut d'ailleurs qui vient nous rejoindre. Coucou. Voilà. Et puis on a une vignette intitulée iPhone, donc c'est beaucoup mieux de mettre son prénom, comme ça on voit qui est là. Merci d'avance. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit pas Paldron qui a son téléphone en plus. Ah, c'est possible que ce soit Paldron, mais c'est pas grave, hein, c'est bon. Non, hein. ça peut pas être moi, je n'ai pas d'iPhone. C'est pas toi, alors elle n'a pas d'iPhone. Donc voilà. Donc on a un mystérieux iPhone qui écoute
C'est peut-être Vladimir, c'est possible, parce que je sais que Vladimir voulait un nouvel étudiant du tibétain. Et si c'est le cas, bienvenue. Voilà, donc Purma, vous avez compris ce que c'est, vous, Stéphane, je suis sûr, non? Un récipient, c'était pas très précis pour moi, c'était un contenant, quoi. Ouais, c'est pas très précis, effectivement. Ici, on a dans la traduction, on a les poudres fines équivalentes au momérou. C'est pas évident, ça. Purma. C'est pas la poudre de santal? De santal. Oui, on avait vu ça aussi. Oui. Il y a ça. C'est vrai que, bon, moi, je sais pas trop. Oui, voilà. De toute façon, oui. Schéma, c'était je pense que là, c'était des poudres odorantes. C'est des poudres odorantes, de toute Et façon. pour moi, j'avais vu contenant. Donc, c'était pas quelque chose de précis, quoi. C'est pas faux, parce que pulbu, c'est aussi le bol, tout simplement. Peut-être que ça serait intéressant de voir vraiment ce que ça peut vouloir dire, mais on peut, vu que, je sais pas, vous avez déjà été en Inde et vous avez déjà été dans des bazars, dans des marchés. Et quand on va dans des bazars et des marchés, on voit les épices, et on voit les épices qui sont disposées comment? Comme des monticules. Oui, toujours. Et puis, les poudres odorantes, c'est pareil. C'est toujours sous forme d'une petite montagne. Et là, à mon avis, c'est vraiment ça que j'ai en esprit. C'est-à-dire, c'est équivalent ou c'est semblable à des montagnes d'amoncellement de poudre odorante. Je pense que c'est forcément ce genre de choses qu'on est en train de décrire. Donc, peut-être que ça irait dans le sens de Purma, dans le sens des récipients de poudre odorante, des récipients des contenants, quoi, voilà. On peut tout à fait imaginer ça. Bref. Maintenant, voilà, quand on... Oui. On peut pas dire que la montagne de poudre est égale au momérou. Absolument. C'est complètement ça. C'est la montagne de poudre. En fait, on parle de montagne de poudre, mais oui. on va... Oui, mais alors complètement. Et on va dire que, alors voilà, dans ce genre de contexte, on est toujours sans limite, hein, même si on parle quand même de fronde surpassable, parce qu'on peut quand même, on pourrait imaginer qu'on estime la quantité de poudre ou la hauteur de la montagne, donc c'est à cause de ça. Mais cela dit, on va quand même penser que cette poudre odorante qui est offerte, elle est vraiment, sa quantité est gigantesque, aussi grande qu'une montagne. On est vraiment dans cette idée-là. Donc maintenant, l'exercice, évidemment, une fois qu'on a vu tout ça, parce que, bon, maintenant, ça, on l'avait pas vraiment vu, ça. Et c'est pas très compliqué, hein. Le génitif à la fin, vous faites quoi de ça? Richard, on t'a pas entendu depuis un bon moment. Ça fait une demi-heure qu'on t'entend. Sans blague. Pas du tout. Écoute attentivement. Oui, non, mais bien sûr. Je viens de taquiner un peu. Mais que penses-tu de cette particule? J'ose pas dire laquelle parce que je te laisse le soin de le faire. Ça, c'est un Jedra. Ouais, absolument. C'est un Jedra qui indique la manière ou Absolument. Oui, la manière. Tout ce qu'on a mis tout à fait. en œuvre pour faire des offrandes, on l'offre ensuite à tous les vainqueurs. Absolument. Alors, on pourrait, c'est très bien, on pourrait juste le présenter aussi en disant, alors c'est la particule, alors Tchedra complètement qui équivaut à l'ergatif instrumental, mais ça c'est juste pour donner le terme comme ça. Attention, c'est plus Tchedra que Jedra, hein, parce que Tche c'est le verbe faire. Hein. C'est littéralement, c'est la particule qui indique l'acte faire, hein, le son de faire. Hein. C'est intéressant d'ailleurs. Hein. Pas le faire, le métal, évidemment, mais le faire dans le sens de l'acte de faire. Hein. Donc, ici, par le biais de, mais aussi avec, hein, on avait vu une fois, je crois que c'est peut-être la strophe d'avant, bref, mais on pourrait tout à fait dire, donc avec tout ce dont on a parlé, je fais des offrandes aux vainqueurs. Hein, ou par le biais de ça, c'est-à-dire de ça, des offrandes, elles deviennent l'instrument de quoi? De mon offrande.
de mon acte d'offrir. Hein. D'une manière assez simple, alors si ce n'est que c'est assez particulier, parce que si je dis j'offre quelque chose, à partir du moment où j'offre quelque chose, j'aurai pas besoin de cette particule. Évidemment, parce que si j'offre quelque chose, c'est moi qui suis l'acteur. Donc là, c'est quand même intéressant parce que même si on ne va pas le traduire littéralement par acteur dans le sens où c'est les offrandes qui font l'acte d'offrir, on ne va pas aller jusque-là, on va plutôt dire l'instrument, mais c'est juste se rendre compte là du côté très instrumental et non pas justement du côté acteur. Parce que on fait des offrandes par le biais de ou grâce à, hein, avec tout ça, ou avec, hein, ou avec. Ok, bah voilà, de toute façon c'est un peu évident, je crois, pour vous maintenant. Donc, avec nos tangs, là, il n'y a pas grand-chose à dire, on en a parlé souvent, énumération, donc ça c'est clair pour tout le monde. Alors maintenant l'exercice, c'est, une fois qu'on a vu ça c'est le travail qu'on fait, hop, après on la relit, et puis à ce moment-là, on la comprend. Alors je vais vous la lire. Nabsa tampa nam tang ti cho tang. Donc là, je suis plutôt dans une lecture de prose. Nabsa tampa nam tang ti cho tang. Tieme purma rirap nyampa tang. Que pa ke par pakpe cho kun ki gelwa teta layang che par qui. Bon, ça c'est une lecture prose. Maintenant une lecture donc en vers. Napsa tampa namtang ti cho tang. Tieme purma rerap nyampa tang. Que pa ke par pakpe cho ki. Gelwa teta layang che parangi. Voilà. Alors, l'exercice pour vous, ben, en fait, c'est redire encore et encore la phrase, la strophe, en ayant conscience du sens de ce que vous êtes en train de dire. Quelle que soit la manière dont vous le dites en termes de style. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait énormément plus de choses à dire. Je vais juste regarder dans... Merci. Oui, dites. Tu peux revenir sur le yang de la fin, hein? Bien sûr. C'est dans la yang. Ouais. Je n'ai pas bien saisi celui-là. Alors, à eux aussi, hein, avec le la, donc bien sûr particule oblique, gelwa teta la yang, donc à eux aussi je fais offrande. À eux de même, c'est pas tellement aussi, ça serait un peu crétin de dire aussi, parce que ça veut dire à eux aussi, alors que j'ai fait déjà offrande à d'autres, alors que c'est qu'à eux qu'on fait. Donc, on pourrait dire à eux-mêmes. Hein, c'est un peu comme si on insistait. On peut dire de nouveau, non? On peut dire de nouveau? À nouveau, pourquoi pas? Oui. Encore. Oui, encore. Ouais, encore. En yang, c'était encore, c'est ça, encore et encore. Oui, c'est très bien, encore, bien sûr. Et peut-être que dans ce cas-là, il faudrait un dézoom plus grand, c'est-à-dire se remettre dans la perspective des strophes précédentes pour que ça donne complètement son sens à encore. Oui, parce qu'on a donné déjà la strophe 5 et on redonne à nouveau. Ah non, mais on n'arrête pas. Hein. Non, mais là, on finit les tajwid. Hein. On rajoute pas. Ah oui, on rajoute. Hein. On n'arrête pas. Hein. Alors là, vraiment, jusqu'à la fin de la prière, c'est vraiment... On n'arrête pas. On reprend les prières. Là, on est dans une prière condensée. Après, on va la reprendre d'une manière plus étendue, etc. Donc, vraiment, oui. Ok, bah voilà. Bah écoutez, je regarde... Oui. Ça peut pas être le yang de Yang Takpar. D'une manière parfaite? Ouais. Parce que je voyais qu'il y avait un peu ça dans la traduction, donc je sais pas si c'était... Alors, écoute, c'est peut-être le chant qu'il y a au-dessus. Alors, pour tout dire, j'ai demandé à Sharia, en fait, il était plutôt sur la version eux-mêmes, parce que la façon, c'est au-dessus. C'est les arrangements spéciaux, ça va avec l'instrument, c'est plutôt ça le moyen. Sûr, non, mais je pense que c'est pas Yang Dakpa. Mais cela dit, quand on a une question comme ça, moi j'en profite, hein, je trouve ça toujours très intéressant. Quand on a une question comme ça, c'est ici que ça va se situer. C'est-à-dire que c'est dans le commentaire qu'on va trouver la réponse. Beaucoup plus d'ailleurs que chez moi. Parce que moi je suis comme vous, hein. Je vais me poser ce genre de questions. Donc là, on va regarder.
Alors, regardons. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui nous dirait ça? Même plus le yang. Tu parlais de dire. Ben là, il n'y a même pas. Hein. Ni, il y a ni au lieu de yang. C'est pour ça, là, il n'y a même pas le... Intéressant, hein? Si je zoome ici, j'étais en train de le chercher, je ne le trouve pas. Ici, on a ni. Donc ça donne raison aux personnes qui ont la version avec... Ah oui. Ouais, exactement. Plutôt de gelwa teta la yang, gelwa teta la ni, tue par gi. Hein? Donc les deux sont possibles. C'est pour ça que d'ailleurs, moi je ne l'ai pas noté comme parole de la strophe, comme un des mots de la strophe, parce que je n'étais pas au courant qu'il y avait cette autre version. Comme quoi le commentaire de Chakwa Gyaltsen, lui, il reprend Nageguni et non pas Yang a Yang. Bref, en tout cas pour nous par rapport à la question, alors du coup la question elle est caduque, hein, parce qu'il n'y a plus question. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que ça veut donc dire que pour les Tibétains, le Yang là, il est équivalent au Ni. Ça c'est intéressant pour nous. Plutôt que de se dire, tiens, faute d'orthographe, c'est évidemment pas une faute. Parce que pour un Tibétain qui écrit, voilà, là-dessus, il ne peut pas se tromper. Donc, mais par contre, il va considérer que Yang ou Ni, même bateau. Alors, ou alors, petite différence. Ni, c'est quoi comme particule? Thibaut, vas-y. Particule pour définir. Ouais, pour définir, c'est aussi une particule, pas seulement pour définir, c'est une particule qui permet de mettre en exergue aussi. Hein. Oui, insistance. Particule d'emphase. Exactement, insistance, en phase, absolument. Insistance, en phase, définition. Voilà, on peut toujours reprendre le clair miroir et voir qu'il y a de multiples fonctions à tout ça, clairement. Mais maintenant, si on est sur l'insistance, l'emphase, plus que la définition, parce qu'ici, on n'a pas tellement besoin de définir, mais on est plutôt quanta. Et là, l'insistance, c'est comme le yang, c'est-à-dire le yang, on insiste aussi. Hein, on voit que ça a le même sens, c'est-à-dire qu'ici, c'est pour dire, à eux aussi ou à eux encore, ou encore, je fais encore ces offrandes. Hein, on insiste, donc on met en exergue de manière très claire, en disant, si on met en exergue, ça veut dire c'est à ceux-là vraiment que je fais ces offrandes. C'est pas à d'autres. Gelwa teta la ni, donc à eux précisément, je fais ces offrandes. Et donc, Gelwa teta la yang, à eux aussi, ou à eux vraiment, on a à peu près le même sens. Ça revient au même. Il y a effectivement, dans la liste de toutes les fonctions qu'il nous a données sur Yang, la dernière, c'est bien marqué, utilisée pour l'emphase. Parfait. C'est bien écrit. Donc, c'est tout à fait ça. C'est l'équivalent de Ni. Oui. Tu parles de quelle liste? La liste qu'Acharya nous a faite de toutes les fonctions qu'il pouvait y avoir sur les particules Yang, Kang et Ang. Mais c'est merveilleux ça, vous avez ce document-là? C'est un cours sur les Gendu. Mais c'est très très bien. Donc vous pouvez comparer avec le clair miroir. Hein, c'est ce que vous avez fait, bien sûr. Non, pas du tout. Non, évidemment, c'est sûr que des fois, la soirée, quand elle commence, on se dit « Tiens, je vais faire une comparaison entre le clair miroir et l'explication. » Et à ce moment-là, il y a tout qui s'obscurcit. Oui, il y a tout qui s'obscurcit. Cela dit, c'est très bien. Sachez que le clair miroir, l'avantage du clair miroir, c'est pas du tout pour dire que le document de l'Acharya est pas intéressant. Au contraire, peut-être tu me l'as envoyé, mais ça serait très... je sais pas, peut-être qu'il le garde pour lui, pour son cours, voilà. Bref, c'est égal. Mais le clair miroir, c'est la traduction d'un livre de grammaire écrite par un Tibétain, Kelsang Gurme. Donc je vous le recommande vraiment, parce que c'est vraiment une excellente grammaire. Donc on va sans aucun doute retrouver ce que vous avez dans votre document. Donc, Dominique et Thibaut, eux, ils gardent leur truc de leur côté. On est fâchés, mais on est content pour eux. Et puis nous, on a le clair miroir. Nanana. Voilà. Voilà. On demandera. Ouais. Jean-Marc, est-ce que je peux poser une question sur le commentaire un petit peu plus haut?
Bien Donc sûr. au-dessus du tibétain, donc dans la traduction, c'est écrit je fais chaque jour des offrandes aux vainqueurs et à leurs fils et filles, Absolument. ceux qui sont réellement présents et ceux qui sont des objets mentaux. Alors Absolument. la traduction m'a surprise et donc je suis allée regarder le tibétain et effectivement il y a un génitif, on le voit au-dessus. Ouais. Donc tout ça est bien attribué Yigi Chuyul. aux fils et filles de vainqueurs. Mais alors, du coup, moi, ça m'a étonnée parce que pour moi, ce sont les offrandes qui sont soit réellement faites ou qui sont faites mentalement. Alors, du coup, je comprends pas bien. Alors, là, de nouveau, hein, je ressors mon petit couplet que vous connaissez par cœur, la vérité du texte. C'est-à-dire que là, on va rien pouvoir faire d'autre, même si nous, on comprend pas, on doit admettre un certain nombre de choses qui sont dites dans le texte. Donc, on va regarder, et c'est vraiment une question super intéressante. Donc, là, il faudrait reprendre la phrase, par exemple, Nampa Natsopa, Samgi Mityakpa Teta, Tetang Tei. Là, Nampa Natsopa, ça veut dire sous des aspects variés et multiples. Samgi Mityakpa, ça veut dire inconcevable. Donc là, on parle vraiment de ces offrandes qui ont des aspects multiples et qui sont vraiment inconcevables tellement elles sont merveilleuses. Et après, on a Tetang Tei, et Tetang Tei, c'est-à-dire ça et tout ça encore. Voilà. Avec tout ça, de nouveau, on a un ergatif instrumental qui est ici clairement dans une fonction d'instrumental. Et là, on arrive à ton passage, c'est-à-dire Kang. Kang, c'est le mot quel que soit. Hein, c'est Kang dans le sens quoique. Hein. Quand il y en a, quel que soit, quoi qu'il y ait, hein, quoi qu'il y a, d'accord, quand il y en a, qui que ce soit, etc. C'est très utilisé dans cette manière-là. Donc, quand dans ce sens-là, c'est-à-dire quand Ngunsum Tang Yigi Chuyul. Alors, quand Ngunsum, ça veut dire quelle que soit la présence véritable ou la Ngunsum, c'est véritablement. Hein. Quand on utilise Ngunsum, c'est pour dire quelque chose. Vous avez déjà vu ça, hein, Ngumpara ou quoi, voilà. Bon, on a déjà vu à gauche, à droite. C'était clairement, David. Oui, clairement, mais dans le sens de manifeste. Hein, c'est vraiment dans le manifeste, ça veut dire que ça apparaît, boum, c'est-à-dire c'est inévitable, c'est en face de nous. Donc, quand Ngunsum, que ce soit donc véritable et tang yigi chuyul tu. Yigi chuyul, ça veut dire que ce soit un objet mental. Donc, ce soit véritable ou un objet mental. Mikpa, ça veut dire un objet, mais c'est aussi une conceptualisation. Qu'on conçoive un objet mental ou que cela soit en présence, on pourrait dire, ou que ce soit manifestement présent. Et là, on a un génitif. Et là, le génitif fait que dans le commentaire, clairement, c'est forcément déterminant déterminé. Donc, ça veut dire que ici, les Gélois sont déterminés par l'objet mental. Donc, ça veut dire Miul Gélois, ça veut dire c'est des vainqueurs imaginaires. Forcément, vu qu'ils sont déterminés. Donc, c'est des vainqueurs qu'on a imaginés. Donc, que ce soit des vainqueurs réellement présents ou des vainqueurs qu'on a imaginés. Donc, Teta Lani, à eux aussi, hein, à eux aussi, quoi je dis aussi pour reprendre l'idée de ce qu'on a évoqué avant. Donc, Ninre Shintu, donc tous les jours, comme chaque jour, hein, Ninre Shintu, continuellement, c'est une manière de dire chaque jour ou continuellement, je fais des offrandes. D'accord ? Donc, pourquoi maintenant l'idée de vainqueurs qui peuvent être des objets mentaux ? Parce que on projette les deux. Et ça, c'est super intéressant. Là, on est en plein proto-Vajrayana, ou on est plutôt en plein Mahayana, parce que c'est bourré de ça dans le Mahayana. Mais on va travailler sur l'intentionnalité tout le temps. C'est-à-dire, on va considérer qu'à partir du moment où je mets, même par un pur exercice d'imagination, je mets le Bouddha devant moi, il y est. Et ça, alors on est d'accord, c'est très particulier parce que ça s'appuie, on va dire, sur aucune preuve tangible. Mais du point de vue de l'intention,
ce que j'éprouve moi comme sujet est réel. C'est-à-dire, prenons l'image d'un fantasme, plutôt de dimension, remarquez que ce soit un fantasme qui pourrait être de type du désir ou de type de la haine ou de l'aversion, ce serait pareil. Eh bien, si par exemple j'évoque cet objet mental dans une conversation, ce qu'on est tout le temps en train de faire, hein, ah mais lui, non mais comment, ou alors ah mais lui, ah mais comment, quoi. Bon bref, quelle que soit la valeur qu'on va donner à notre propos, qui est en fait un recours à l'imaginaire, on va éprouver une émotion. Et on va éprouver une émotion qui, elle, est réelle du point de vue de l'émotion. Alors réelle, on s'entend, mais disons, elle est réelle dans le sens j'éprouve quelque chose. Donc, en fait, du point de vue du Mahayana, que la chose soit là par là, je l'éprouve vraiment. Et je l'éprouve vraiment parce qu'il me suffit du support imaginaire pour me mettre en situation d'éprouver. Donc il n'y a pas de différence tangible. Et d'ailleurs, il y a d'autant moins de différence que l'objet, du point de vue du Mahayana, il n'a pas plus de réalité que l'imaginaire, vu que tout est esprit en fait. C'est-à-dire que la supposée matérialité de l'objet, du point de vue du Madhyamika, c'est pas une matérialité absolue. Donc, soit je projette une réalité absolue dans un objet manifeste, soit je projette une réalité présente dans un objet imaginaire. Mais du point de vue de l'esprit et du point de vue de ce que je ressens en moi, au niveau de la conscience, il n'y a pas de différence, réellement. Donc c'est pour ça qu'on peut parler d'objets mentaux. Et les offrandes, c'est la même chose. C'est-à-dire que pourquoi Atisha a proposé de faire des offrandes d'eau? Vous le savez peut-être. Vous savez pourquoi? On n'a pas d'attachement à ça? Exactement. Parce qu'au moment où on fait des offrandes d'eau, on ne se dit pas « Ouh là là, c'est mon eau, donc je vais en manquer, etc. » Donc on offre l'eau d'une manière totale. Donc pour Atisha, ce qui est intéressant, ce n'est pas d'offrir de l'eau, c'est d'offrir un objet, quel que soit l'objet, mais en l'occurrence l'eau, avec lequel ma projection sera la plus vaste et la plus neutre en termes de klécha, c'est-à-dire la moins entachée par l'attachement, pour que l'offrande soit la plus pure possible. Donc là, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans l'objet, on est vraiment dans l'effet que l'offrande va faire sur moi. Est-ce que, j'ai une question, est-ce que ça veut dire qu'avant, en Inde, il n'y avait pas cette pratique d'offrir de l'eau, des offrandes? Ça, je pourrais pas répondre à ça. Ou alors avoir juste mon petit avis personnel qui vaut pas grand-chose, mais disons, si je le fonde sur quelque chose d'un peu sérieux, là, honnêtement, non, j'ai pas les sources qui me permettraient d'affirmer ça. Il faudrait vraiment que vous cherchiez à gauche, à droite. Il y a certainement des spécialistes de l'offrande. J'ai entendu l'autre jour, d'ailleurs, sur France Culture, quelqu'un qui a fait, mais l'histoire, c'est une historienne qui a fait toute une recherche sur les offrandes sensibles qu'on a pu faire dans beaucoup de civilisations, cultures. C'était passionnant de l'entendre parler de tout ça. Vraiment extrêmement intéressant. Donc, il y a sans aucun doute des historiens des offrandes en Inde. Ça, on peut être sûr. De la même manière que moi, j'ai trouvé un livre très spécialisé sur les offrandes de feu en Inde. Sur l'histoire de l'offrande de feu, par exemple. Pour dire que je suis persuadé que si on cherche bien, on va trouver des sources qui vont nous dire l'origine même. Moi, ce dont je vous parle là par rapport à Atisha et les offrandes d'eau, c'est de la transmission orale. Hein. Je n'ai jamais lu ça quelque part. Je vous le raconte parce que Lama Tenzang nous le racontait comme ça. Mais maintenant, si on veut vraiment vérifier, il faudrait trouver des sources, quoi. Oui, Dakpo disait aussi que les offrandes d'eau, l'eau était justement facile, bon, pas partout, mais disons, c'est souvent facile et puis on n'a pas de traitement, mais il ne disait pas que c'était Atisha qui avait. D'accord, moi j'avais entendu ça, mais il faut vérifier. Et puis l'autre truc que je voulais dire par rapport au Bouddha qu'on imagine, ou oui.
sont là. Parce que si on a des statues, par exemple, on dit que s'il y a une représentation du Bouddha, que ce soit une statue ou qu'elle soit peinte, que les Bouddhas tous les Bouddhas vont comment dire? Seront présents avec? Oui, vont tous se retrouver là. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Donc, d'une certaine manière, il y a la représentation qui est ce qui est manifeste, et puis il y a le reste, tous les Bouddhas, les Dharmakaya des Bouddhas qui sont oui, bien sûr. qui ne sont pas, qui sont presque des objets mentaux. Ben, bien sûr, maintenant, tout cela, oui, complètement. Ça, c'est toujours vrai. Alors bon, dans le cas des statues, mais alors là, c'est un peu un détail, on est plus loin, on s'éloigne un peu du tibétain, mais il faut que la statue soit chargée. Il faut qu'elle ait été consacrée et chargée pour qu'elle devienne un réel support. Sinon, elle ne l'est pas. Ouais. Mais Evelyne, tu voulais dire oui? Oui, je voulais dire que dans Patrick Carré, dans les activités et vœux de Samantabhadra, dit que les offrandes ont une très grande importance parce que la pratique des offrandes est complète en soi. C'est pas seulement cultiver la générosité, mais progresser dans l'art de la visualisation, dans la réalisation de la vacuité et l'approfondissement de la perception pure. Absolument. On ne peut pas... c'est pas moi qui le dis. Non, mais Patrick Carré a complètement raison. Ça sert à ça. Hein. L'offrande, alors d'autant plus dans un contexte bouddhiste. Dans un contexte bouddhiste, on agit sur l'esprit. Donc, il faut toujours se souvenir de ça. Donc, l'offrande en soi, en elle-même, elle a très peu d'importance. Par contre, comme moyen, elle est extraordinairement puissante parce qu'elle va nous faire... de toute façon, c'est le sens de toutes ces strophes, on voit bien. C'est pour ça qu'il y a tout cet intérêt à se placer, à se projeter dans ces visualisations. Alors là, j'en profite, de revenir au tibétain. Quand vous lisez la strophe et que vous sentez ce que vous êtes en train de dire, ça fait son effet. C'est-à-dire que vous vous mettez à imaginer que vous offrez tout ça. Quoi, je dis vous, mais on, évidemment, nous tous. C'est presque, on pourrait dire, un argument en faveur de comprendre ce qu'on dit. Parce que sinon, l'exercice même verbal d'une offrande, parce qu'au moment où on récite, on n'est pas en train d'offrir. Oui, mais si on récite en ayant conscience du sens, on est comme en train d'offrir. Et cette valeur de l'offrande, elle est la même que si on la faisait manifestement. En tout cas, c'est ce qui est dit dans les textes. OK ? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous propose, on fait un petit aller-retour, par les tours. On fait une petite visite rapide sur la strophe 6, non pas pour 7 plutôt, excusez-moi, non pas pour dire qu'on va l'étudier là maintenant, mais pour vous présenter 2-3 choses. Donc là, vu qu'il n'y en avait qu'une, je me suis permis de poser une autre traduction. Vous avez 2 traductions possibles. Voilà. Bref, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Si ce n'est qu'après, on a notre vocabulaire, ça comme d'habitude. Et puis là, il y a une analyse grammaticale. Donc, et je vous ai remis tout, alors cette fois-ci, l'explication détaillée qu'on trouve dans Tony Duff pour le fameux mot « me » qu'on retrouve très souvent. Et donc là, je pense que ça va être quelque chose d'intéressant pour vous. Ça permet de rentrer plus dans le détail et on voit très très bien dans ce que dit Tony Duff comment ça fonctionne. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant. Je vous laisserai le découvrir. Et vous allez voir, là, dans le tableau, vous avez chaque fois une traduction assez littérale et puis vous avez le tibétain et vous avez ici une analyse, tout simplement. Une analyse assez détaillée qui refait un peu ce travail qu'on fait ensemble et qui peut éventuellement vous aider une fois que, bien sûr, vous-même, vous avez été gratté là-dedans. Parce qu'il ne faut pas tout de suite sauter à l'analyse grammaticale parce que sinon, vous ne faites pas l'exercice. Mais après, ça peut vous donner quand même des explications intéressantes. Et puis,
juste chose, bien sûr, les offrandes insurpassables, hein. On augmente notre arborescence, vu qu'on va plus loin dans le texte, et petit à petit, bientôt ça fera partie d'un autre document, parce que je crois que c'est 3 pages l'arborescence du commentaire. Et puis après, juste petite chose, c'est que j'ai changé un peu la présentation pour faire que ça soit en plus gros caractère, et ça soit en rouge, pour qu'on voit plus facilement le texte. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est des petites améliorations, mais qui amènent peut-être un confort supérieur. Voilà. On peut juste, parce que ça, c'est vraiment que technique. Je regarde l'heure, histoire que... Voilà. On va quand même lire. Est-ce que quelqu'un veut lire la strophe? Comme ça, on l'aura quand même entendu. Puis je vous la lirai après. C'est toi, Evelyne, qui veut la lire? Non, mais c'est très bien, tu avais le micro ouvert, alors vas-y, pas de souci. Alors, Chepa, Kangnam, Lame, Gachewa. Très bien. Teta, Gelwa, Tamche, La, Yangme. Zangpo, Chela, Tepe, Toptaki, Gelwa, Kunla, Chatsel, Chepagi. C'est un peu laborieux. Non, c'est très bien. Je trouve ça très bien. Il n'y a pas besoin d'aller plus vite. Chepa, Kangnam, Lame, Gachewa, Teta, Gelwa, Tamche, Layangme, Sangpo, Chela, Tepe, Toptaki, Gelwa, Kunla, Chatsel, Cheparangi. Le sens, vous verrez, le sens n'est pas très compliqué, hein, mais c'est très intéressant, encore une fois, de la faire tourner. Si tout à coup, à la fin de la semaine, vous vous dites « Oula, il y avait trop peu », bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de matière, vous verrez dans l'analyse, et puis et puis voilà, bon, bref. Reprenez les supports d'avant, évidemment, hein. Et je pense qu'il y a quand même, il y a quand même de quoi... Parce que l'idée reste quand même fondamentale. Fondamentalement, l'idée, c'est qu'on récite la prière et qu'on la comprenne. Donc, cet exercice-là, vous pouvez le faire tout le temps. C'est-à-dire reprendre les strophes qu'on a vues, les relire ou les répéter, et puis comprendre le sens qu'on est en train d'exprimer. Voilà. Bon, on va pas rentrer dans le détail, hein, vu l'heure. Voilà, on est à la fin de la leçon. Ça vous va comme ça? Ouais? Ok. Des grosses questions qui vous taraudent, qui vous font des nœuds dans le cerveau? Non, je pense pas, hein. Tout est là. Ok, très bien. Bah écoutez, on va conclure. À 2 minutes, on va pas continuer autre chose. Je pense qu'on va arrêter là. Sunam di tamche zikpa ne tomne ne be dhanam pamje ne kega na chiambala tupai sibe chole roa rolwara. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir été là pour cette leçon.